Il y a tout le monde qui est là, tout le monde nous regarde. Je dis, ce que tu as cherché là, je te donne. Vous dites quoi? Oui, tu sais de quoi je parle, regarde-toi dans le miroir. Je dis, moi je me regarde tous les jours dans le miroir. Hein. Moi je me regarde très bien. Vous devez vous regarder dans le miroir parce que je pense que vous avez un problème. Mais une fois, je pense, on m'a dit, retourne chez toi. Ça fait mal. En tant qu'Africaine, quand tu vois, un Africain te dit, ou une Africaine te dit, retourne chez toi, c'est chaud. Tu vois. Bonjour, je suis à Mainz et il fait 26 degrés et je reçois pour ce nouvel épisode de notre podcast Discovery un profil, notre premier profil féminin, qui est brave et courageuse, multiculturelle. En plus de faire du mannequinat, elle est la fondatrice de New Afro, qui est une plateforme qui met en avant, qui valorise l'art africain. Sans plus tarder, c'est parti. Bonjour Gabi. Bonjour Chris, ça va? Oui, ça va et toi? Ça va, merci. Ça fait plaisir de te voir. Oui, merci. Plaisir partagé. Merci de m'accueillir chez toi pour ce nouveau podcast. Sans plus tarder, comme je le disais en introduction, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore? Alors, je m'appelle Chiria Esieke Bayer. C'est drôle parce que tu m'appelles Gabi. Ça, c'est, tu vois, les amis d'enfance, ceux qui me connaissent depuis le Bénin, qui m'appellent comme ça. Donc, ouais, Chiria, j'ai 31 ans. Je suis congolaise d'origine, de Brazzaville, mais j'ai grandi au Bénin, à Cotonou, d'où on se connaît. Ouais. Et on est en Allemagne, ici, à Mayence, une ville située pas loin de Francfort. Je pense que Francfort, c'est la ville que beaucoup de gens connaissent. Mayence, c'est une petite ville, donc beaucoup de gens ne connaissent pas. Et ouais, je suis entrepreneur culturel, comme tu as dit à l'entame de ta présentation. J'ai fondé ou j'ai créé une plateforme qui s'appelle New Afro. Je pense qu'on va en parler. Bien sûr, bien sûr. Et puis, ouais, j'ai fait du mannequinat, ou du moins, je fais du mannequinat aussi à côté. Je viens juste de terminer l'écriture de mon master sur la thématique des restitutions des artefacts béninois et sur l'impact de cette restitution sur la scène créative béninoise. Puis voilà, donc... Je sais pas, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je pense que... C'est pas mal, c'est pas mal déjà. Et de toute façon, en développant, en te posant les questions, on te découvrira au fur et à mesure. Mais c'est déjà excellent comme introduction. Du coup, tu as répondu à 2 questions en une, donc c'est super. Pourquoi Mayence? Pourquoi tu vis à Mayence? Comme j'ai dit, je pense que j'ai dit que je m'appelais Bayer. Donc Bayer, c'est pas un nom... c'est pas un nom congolais, hein. C'est un nom allemand. Ouais. Donc, mon père adoptif est allemand, donc le mari à ma mère, et j'ai grandi avec lui. Et Mayence, parce que après le bac en 2013, mon père adoptif avait trouvé du boulot ici, à l'université de médecine. Et du coup, on a décidé de s'installer à Mayence. Donc, voilà. Mayence s'est imposé à nous. Et puis, je suis restée, quoi. C'est une ville que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup cette ville. J'aime beaucoup l'hospitalité des gens, l'ouverture d'esprit des gens. Et j'ai trouvé une base ici. Donc, ouais, je suis restée à Mayence. Mais après, je pense pas que je vais rester pour toujours ici. J'aime bien bouger. Donc, ouais. D'accord. Et quels sont les endroits que tu conseillerais à quelqu'un qui découvre une première fois Mayence? Qu'est-ce qu'on peut faire à Mayence? Alors, je sais pas si tu sais, mais celui qui a imprimé, on va dire, ouais, imprimé la Bible, venait de Mayence. Donc, en allemand, son nom, c'est Johannes Gutenberg. Je ne sais pas comment on le dit en français, mais Gutenberg a été, je pense, le premier à imprimer la Bible. Okay. Du coup, il y a le musée de Gutenberg. C'était un protestant aussi. Et puis, à Mayence, on peut faire beaucoup de choses. Il y a le Rhin, déjà, qui est très beau à voir. Il y a
il y a l'ancienne ville, on dit Altstadt en allemand, donc il y a les anciennes maisons, tu vois, les maisons allemandes là, l'architecture à l'ancienne qu'on peut découvrir aussi. Il fait très beau ici, on n'est pas loin de la France. Et puis il y a du vin aussi, donc on est dans une région où on produit beaucoup de vin, et c'est un truc aussi à découvrir. Et puis il y a plein d'autres choses, mais ouais, il faut venir, c'est une très belle ville. Ok, super. Super, merci pour tes tips. On va passer au deuxième chapitre. Bon, le premier chapitre était lié à la présentation et aussi un peu parler de d'où tu as grandi. Donc voilà, tu as grandi au Bénin, tu es d'origine congolaise, tu es venu dans le cadre familial à Mayence. Donc oui, donc c'est clair à ce niveau. Le deuxième chapitre concerne ton parcours. Avant de faire, comme à chaque fois, un nouveau podcast, un nouvel épisode, j'aime bien un peu fouiner pour voilà, me renseigner afin d'élaborer mon questionnaire. Donc j'ai constaté, bon, j'ai vu que tu avais fait au Bénin ton bac A. D'accord? T'as trouvé ça sur Internet? Ouais, sur ton profil LinkedIn. Ah, ok, d'accord. Donc tu as fait un bac littéraire. Ouais. Est-ce que derrière le choix de ce bac, il y avait une réelle motivation? Ou c'était un choix par défaut, comme beaucoup qui ne sont pas forts en maths et physique, du coup, ils basculent directement sur la série A littéraire ou une autre série B? Alors, je dirais pas que c'était un choix par défaut, hein. C'était pas par défaut. Je suis une amoureuse de la littérature, de la philosophie, Okay. de l'esprit critique. Et de tout ce qui est artistique. Okay. Donc pour moi c'était une évidence, hein. Après la troisième d'aller dans cette direction-là, j'étais très forte en philo. C'est vrai que les maths, j'étais pas très fanatique des maths, ça m'énervait. La chimie, voilà, ça me donnait des maux de tête. Mais la philosophie, tu vois, questionner la vie, questionner le monde, questionner nos réalités, ça a toujours été un truc qui m'intéressait. Donc, pour moi, c'était une évidence de choisir une série littéraire. Et puis, je faisais partie des meilleurs de ma promotion. Du coup, j'ai fait un bac avec une mention bien, juste pour. Félicitations. Au Bénin, en plus, ce n'est pas évident. Ouais, c'est chaud au Bénin. Le bac, c'est pas de la rigolade. C'est pas le bac français. Ah non, c'est pas on dit pas que le bac français n'est pas, mais franchement, voilà. Oui, parce que la particularité aussi au Bénin, tu peux être bon durant l'année scolaire et échouer à l'examen. Ouais. Pour X raisons. Ouais. Bah, du coup, voilà, mention bien parce que en maths, c'était pas ça, quoi. Maths, économie. Mais ouais, donc, littérature, l'histoire, la géographie, sont des trucs qui m'ont toujours intéressée. Donc, ouais. D'accord. J'ai fait le bac. Et ensuite, tu as migré sur une première année en sciences politiques. C'était quoi aussi la motivation derrière? Donc, philosophie, bien sûr, questionner le monde, j'ai toujours questionné les politiques africaines. Je comprenais. Je me suis dit qu'en choisissant une série, en choisissant une licence ou un bachelor en Sciences Po, je pourrais comprendre un peu plus pourquoi chez nous, tu vois, ces concepts politiques de, tu vois, démocratie, autocratie, les régimes, etc. Pourquoi est-ce que c'était comme ça chez nous? Donc je me suis dit que voilà, je comprendrais un peu plus. Et je voulais être active aussi dans la politique. Je voulais, j'avais peut-être l'impression que je pourrais ainsi impacter, tu vois, faire partie d'une élite politique et changer les choses. Donc j'ai choisi Sciences Po. D'accord. Et pourquoi t'es pas allé au bout de la formation? J'ai un bachelor en sciences politiques. Ah d'accord. Ouais. Parce que bon,
Peut-être c'était incomplet sur Mm. LinkedIn, c'était juste marqué première année en sciences politiques. Ah, ok, non, non, c'est une erreur. J'ai un bachelor en sciences politiques. Ah d'accord, J'ai ok. terminé, ouais, j'ai un bachelor en Sciences Po et études de langue romaine. Ok. Romane, romane. Intéressant. Et après, tu as fait un bachelor et un master dans les arts. Ouais, un master, donc le titre ou le nom du master, c'est Master en communication interculturelle. Ok. Focus sur la francophonie. Donc, oui, il y a de l'art à l'intérieur, il y a surtout de la culture et la médiation culturelle. En gros, c'est un master communication interculturelle. Donc, c'est comment rendre un peu plus facile la communication entre les cultures. D'accord. Et ok. Et donc, c'était quoi la motivation? Est-ce que c'était parce que tu te disais, je suis plutôt attiré par l'art, Mm. j'aimerais travailler là-dedans, que que Mm. t'as poursuivi dans cette direction? Alors, dans le master en communication interculturelle, t'as pas que la culture ou l'art, tu as aussi quand même, tu vois, tout ce qui est marketing, économie, politique aussi. Euh, et pour moi, c'était après mon bachelor, j'ai été malade pendant longtemps. Je suis passée par des opérations et tout, voilà. Mais pour moi, c'était comme un réveil. Je me suis posé la question de savoir, avec les expériences professionnelles que j'ai pu avoir pendant mes années bachelor, je me suis rendu compte en fait que oui, la politique, voilà, tu vois, c'est un ensemble de décisions euh, qui sont prises, qui vont impacter des gens. Et pour moi, je peux pas vivre sans m'intéresser à la politique. Mais je voulais impacter et j'ai cherché un truc qui, moi, me Te rendait parlait. heureuse, me parlait. Et pour moi, c'est l'art. Et c'est aussi, tu vois, étudier ici en Allemagne, il y a les réalités qu'on vit hein, comme en tant qu'Africain. Dans ma promotion, par exemple, j'étais peut-être la seule femme noire, femme africaine dans ma promotion en Allemagne. J'ai étudié en Allemagne, en allemand aussi. Donc, tu vois, il y avait plein de questions comme ça ignorantes dans mon processus là, genre l'Afrique, tu vois, les questions, on va dire les questions bêtes là, tu vois. Et c'était vraiment des questions ignorantes et je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Tu me demandes, ah oui, comment ça se fait que tu sois aussi cultivé? Est-ce qu'il y a des restos au Bénin? Et puis tu dis Bénin, j'ai vécu au Bénin, ils comprennent Berlin, tu vois. C'est une grande ignorance et je me suis dit, mais ah non, enfin, comment moi, en tant qu'Africaine, je peux pas changer les choses, mais je peux impacter à ma manière. Et j'ai dit, je veux montrer, moi, la réalité que moi j'ai vécue, la réalité que je connais de l'Afrique, du continent africain, de nos cultures, de nos gens. Et pour moi, c'était par l'art. Donc, c'est un truc, je me sens connectée et je me suis dit, voilà, à travers l'art, on peut parler politique, on peut toucher à des thématiques qui font mal, mais on les touche de manière artistique. Et tu vois, c'est beau à voir parfois. Ben, hein, ça dépend de comment chacun Il comprend la perçoit chose, et voilà, puis, perçoit. Mais voilà, pour moi, c'était ok. Je veux étudier quelque chose. Je veux faire un master, mais je veux faire un master qui va me permettre tu vois, de connecter tout ça, politique, économie, machin, etc., à l'art, à la culture. ok. Et est-ce que c'était pas plus simple de suivre un cursus spécialité art, je sais pas, art Mm. africain, Mm. parce que je suppose qu'en suivant ici ton bachelor et ton master dans les arts en Allemagne, c'est plus axé sur l'art Mm. peut-être européen ou allemand et pas non Mm. plus l'art Mm. africain. Pas vraiment. Après, tu vois, c'est pas seulement l'art. Tu vois, une fois de plus, on parle de culture, donc communication interculturelle. Donc,
l'art fait partie de la culture, tu vois. Une culture, c'est un truc qui n'est pas stagne, ça se développe. Et dans culture, il y a les langues, il y a plein de choses. Il y a les valeurs, il y a l'héritage, il y a plein de choses. Oui, mais est-ce que c'est pas axé plutôt sur la réalité allemande? Non, c'est vrai qu'il y a une manière eurocentrique de capter les choses parce que le focus dans mon cursus, c'était la francophonie, donc les pays francophones. Donc c'était la France et tout ce qui, tu vois. Ouais, les anciennes colonies. Exactement. Et ça m'intéressait. Okay. Et il y a un plus aussi que j'ai, c'est d'avoir grandi en Afrique de l'Ouest et avoir grandi au Bénin. Tu sais, genre la place que les valeurs, tu vois, l'héritage matériel et immatériel au Bénin, dans la vie des gens de tous les jours, tu vois. Et pour moi, ça a été une école pour moi, le Bénin. Et je pense que c'est parce que j'ai grandi au Bénin que j'ai aussi cet amour-là ou cet intérêt pour l'art et pour l'histoire et pour des sujets comme, tu vois, l'identité, l'héritage, etc., machin. Du coup, voilà, pour moi, je voulais pas étudier l'art en tant que tel. Je voulais comprendre beaucoup de choses et pour moi, je pense que je l'ai fait j'ai réussi à le faire à travers ce master et je pense que j'ai eu aussi beaucoup de bons profs qui, tu vois, qui sont pas vraiment eurocentriques. Et c'est ça aussi le truc avec ce master, c'est communication interculturelle. Donc le but, c'est pas de se centrer sur une manière de voir les choses, mais d'ouvrir un peu, de voir que la réalité, c'est qu'il y a plusieurs cultures et qu'il y a plusieurs manières de penser. Ok, intéressant. Entre quelqu'un qui suit ton cursus en bachelor, en master, dans la culture, l'art interculturel, etc., et quelqu'un qui n'a pas suivi du tout une formation voilà, dans ce domaine, est-ce que tu penses qu'il y a une différence, il y a une différence entre les deux profils? Est-ce que les deux peuvent performer, travailler, exercer dans ce domaine sans suivre la formation, sans suivre la partie théorique? Ouais, c'est une Parce que ça reste que de la théorie, quelque part. Ouais, c'est une bonne question. Après, il y a quand même aussi le côté où tu dois faire un stage ou des stages, machin, etc., dans des institutions ou je sais pas. Je pense que... Alors moi, je suis curatrice indépendante, donc je fais la curation, c'est comme du commissariat d'expo, mais un peu plus... tu vois, il y a le management, c'est comme manager un projet. Donc, tu as une équipe, tu as les artistes, tu dois chercher la thématique, tu dois écrire, tu vois, tout ce qui est presse, etc. Il faut trouver les fonds, parce que dans l'art, les sous, tu vois, c'est capital. Mais c'est pas facile. Donc, c'est vraiment, tu vois... transversal. Voilà. Et j'ai pas fait l'étude, j'ai pas fait art history, genre j'ai pas fait l'histoire de l'art en tant que tel, tu vois. Il y a des gens qui font ça pour pouvoir travailler dans des musées, dans des galeries, machin, etc. Moi, j'ai pas fait ça. Moi, j'ai un background en Sciences Po et j'ai fait un master, je termine mon master là, en communication interculturelle. Ouais. Pour moi, ça dépend des profils et ça dépend de la vision de chacun. Je pense qu'on peut toujours apprendre. Tu vois, c'est bien de se former. Moi, j'apprends, par exemple, je m'informe, je lis des livres sur l'histoire de l'art, eurocentrisme, bien sûr. Mais j'apprends aussi sur les différentes écoles d'art qu'il y a eu en Afrique, par exemple. Je m'intéresse à l'histoire, tu vois, du continent africain, parce que l'Afrique, c'est un grand continent, c'est énorme. Et il y a plusieurs pays, il y a plusieurs histoires, tu vois. Il faut apprendre ça aussi. Et je m'informe, il y a des thématiques actuelles, il faut être informé, parce que c'est cette information-là et ce besoin-là de pointer du doigt des choses qui font que tu peux avoir des thématiques intéressantes pour des expositions et chercher les artistes qui vont aller avec, tu vois.
voir aussi, enfin, pouvoir faire la différence entre, ok, qu'est-ce que c'est l'expressionnisme ou qu'est-ce que c'est l'abstrait, qu'est-ce que tu vois, tout ça, il faut quand même être informé. Et c'est vrai que un cursus sur l'histoire de l'art, ça peut être un plus, mais avoir des backgrounds sur le marketing, sur le management, sur team working, sur beaucoup de choses, c'est quand même aussi important. Donc, Oui, bien sûr. ça dépend de la vision de chacun et ça dépend aussi de la, comment on dit ça en français, dedication, comment tu t'investis dans le truc. Ouais. Ok, super. On va passer au chapitre suivant qui concerne le Bénin. Mon cher Bénin. D'accord, donc pour introduire, tu as grandi au Bénin, donc tu as fait, tu as suivi, tu as étudié jusqu'au collège, jusqu'au bac, Ouais. et c'est après que tu es parti, Ouais. c'est ça? Ok, super. Donc tu as vécu à peu près quoi? 10 ans. 10 ans? Ok. Et comment tu t'es senti là-bas durant ton séjour au Bénin? Parce que tu me disais que au début, tu disais que tu es d'origine congolaise. Comment tu t'es senti dans ce nouveau pays? Ouais. Ah, j'étais un peu dépaysée quand même, hein. Je suis arrivée au Bénin en 2004. J'avais 8 ans. C'était nouveau. Je quittais Brazza. Je rejoignais ma mère. C'était quand même, c'était émotionnel. C'était compliqué. C'était dur. Euh, je laissais mon père biologique aussi, hein, derrière moi. Mais j'ai eu cet amour paternel de mon père adoptif. J'ai une petite sœur aussi que j'adore, que j'aime énormément. Il n'y a pas eu de différence. Pour moi, le Bénin, tu vois, quand je pense au Bénin, je pense à toutes les expériences, tu vois, humaines que j'ai eues, tu vois, l'adolescence. C'est quand même quelque chose tu vois, qu'on n'oublie pas, c'est important. Et j'ai eu la chance d'être dans une bonne école. J'ai eu la chance d'avoir des amis. Voilà, mon cercle a été aussi interculturel. Je pense que tu vois, Ça aide. ouais, ça aide, ça t'aide à te construire et ça te prépare aussi tu vois, à la vie d'adulte, si tu veux. Et à l'école, c'était quand même chaud, quoi. Genre, Notre-Dame, là. Tu vois, non, les sœurs, les religieuses, là, c'était pas facile. Mais heureusement, moi, j'ai pas eu de problème. Oh. J'étais la vie sage. Hein. Donc, non, mais voilà, pour moi, le Bénin, ça a été une très belle découverte. L'histoire, quand j'ai quitté le Congo, j'avais 8 ans et je me souviens pas qu'on ait eu, tu vois, les cours au primaire sur l'histoire, sur l'esclavage, tu vois, sur tout ce genre de trucs, sur le vaudou, par exemple. Tu vois, c'était mal vu. Ouais. Mal. Tu vois, le truc avec le colonialisme, ce que le colonialisme a réussi à faire dans beaucoup de pays, d'anciennes colonies, c'est renier, renoncer à son identité, à son histoire. Ouais, à ses identités, à son histoire. Et donc, je viens au Bénin, tu vois, tu vois les gens qui pratiquent, qui sont fiers, tu vois, même dans l'habillement, là, les bombas, là, les trucs, tu vois, les 3 pièces. Les gens, mais je suis dans quoi? Mais c'est quoi tout ça? Mais c'était bien. Pour moi, voilà, si je dois repenser à ça, c'est de bons souvenirs. Bien sûr, il y a eu des petits épisodes, même au Bénin, où j'ai quand même senti, tu vois, le fait de ne pas bien parler le fon, par exemple, qui est la langue nationale, la langue la plus parlée au Bénin. J'aime bien rigoler et taquiner, donc parfois je chantais des chansons comme ça en classe, tu vois, avec mon fond bizarre là. C'était drôle, tu vois. Mais
une fois, je pense, on m'a dit retourne chez toi. Ça fait mal. En tant qu'Africaine, quand tu vois, un Africain te dit, ou une Africaine te dit retourne chez toi, c'est chaud. Tu vois, ça. Il y a eu des choses comme ça où mon père adoptif qui, voilà, un jour on lui a dit retourne chez toi aussi. Enfin, il est européen, il est allemand d'origine, donc parce que il était garé, il voulait prendre licence, et puis les gens ne voulaient pas respecter le truc, et puis il a dit non mais je suis là, retourne chez toi. Alors que bon, après je comprends, tu vois, c'est pas le même degré de racisme, tu vois, qu'ici que nous les Africains on vit, parce qu'il y a l'histoire aussi, mais le racisme, c'est le racisme. Il n'y a pas un racisme plus dur que l'autre. Ouais, mais après, c'est arrivé quoi? Une fois en 10 ans? Si c'est une fois. Non, c'est pas une fois. Je t'épargne les détails. Il y a eu plein de choses. Bah, lui, il travaillait pour une ONG allemande qui aidait les gens qui ont le VIH, SIDA, à vivre avec. Donc, voilà, c'était dans un petit village vers Lokossa, après Lokossa et tout. Tu vois. Je connais mon père, c'est pas une personne, c'est pas une mauvaise personne. Mais moi, c'est mon regard de petite fille avec un père adoptif allemand qui entend ça, tu vois. Like, j'aurais bien aimé dire non, mais tu vois, c'est pas le bad guy, c'est pas, tu vois, c'est pas le mauvais, c'est pas le, tu vois, il fait ci, il fait ça, etc. Tu vois, mais voilà. Après, malheureusement, tu sais, il y a des gens, malheureusement, qui sont pas éduqués, qui sont plus ou moins illettrés aussi, parce qu'au Bénin, on a une grosse population qui est assez illettrée, qui n'est pas toujours consciente de ce qu'elle dit. Voilà, et en général, même s'il peut avoir du racisme, ça se limite à la bouche, quoi. Bien sûr, ouais, c'est ça. Ça, c'est aussi un truc au Bénin. Là. Les gens, ils se frappent pas. C'était ça aussi mon observation quand je suis arrivée. Tu vois, les gens, ils vont se disputer. Ah, gossifine, et tout. Comment on dit ça bon, je vais te gifler, machin et tout, mais y a, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Tu vois, au Congo, la gifle, elle peut partir de nulle part, hein, c'est rapide. Mais pour faire court, voilà, le Bénin, c'est chez moi, je garde de très bons souvenirs de cet épisode, de ta vie. Ok, très bien. Et comment tu décrirais le Bénin en un mot? Wow, ça c'est dur ça. Ah oui, il n'y a pas que des questions faciles. Voilà, vraiment. Ou si tu veux 2 mots, 2 adjectifs. L'authenticité et pour moi c'est la maison quoi. Home. Ok, super. Est-ce que tu as des recommandations à faire pour quelqu'un qui n'est jamais allé au Bénin et qui aimerait découvrir ce petit beau pays exotique Exotique. Bon, c'est qui même la personne là? Non, par exemple, quelqu'un qui nous regarde et qui se dit tiens, pourquoi ne pas aller au Bénin? Ça change de la Thaïlande, je sais pas, de quel pays. C'est un Africain ou c'est un Caucasien, c'est un Européen, c'est un Américain? Personne lambda, international. Alors, est-ce que toi, tu as des endroits où tu aimais bien aller pour te distraire, pour visiter, pour... Écoute, c'est déjà la plage. Moi, je trouve... Tu vois, le Bénin, c'est un petit pays. Ah, tu vois, notre Bénin, là. C'est un petit pays qui a beaucoup de richesses et je suis très fière aussi de ce qui se passe depuis quelques années maintenant avec le gouvernement en place, ce qu'ils ont réussi à faire côté tourisme, etc. Et bien d'autres. Mais moi, je parle de ski tourisme. Les plages au Bénin sont propres. Tu vois, quand tu pars dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, tu vois, il y a la pollution, etc. Parfois, tu trouves des trucs sortir je dis pas qu'il y en a pas au Bénin, mais tu vois, les plages sont, voilà, quasiment pas. Exactement, c'est beau, c'est Grand Popo par exemple, Grand Popo. Il y a Off Resort qui est un endroit très, tu connais? Non. Qui est un endroit. Je connais plus Awalé plage.
Et on était aussi dans un autre hôtel, Millennium, Mm. Coco Beach, je crois, un truc comme Ouais, ça. ouais. Non, il faut. Enfin, à Wallet, c'est aussi, tu vois, c'est l'endroit, ça fait longtemps que c'est là. Et donc, c'est aussi des souvenirs d'enfance, etc. Mais il y a de très. Ouais, il y a de. Enfin, Off Resort, c'est un resort avec 3 bungalows. Il y a la piscine en bas. C'est vrai que le prix est un peu élevé, mais je pense que ça en vaut la peine, tu vois, selon le budget de chacun. Euh, il faut visiter. Il faut visiter. Il faut pas aller avec, tu vois, des trucs Des idées bloquées. voilà, des idées planquées dans la tête, etc. Il faut aller et respecter. Moi, ce que je trouve important, c'est respecter la culture ou les cultures des gens. Il faut poser des questions avec respect. Et ça, je pense que c'est très important. Il faut pas folkloriser les choses ou aller. Je pense, il faut découvrir. Quand tu voyages, c'est pour découvrir. Donc, il faut avoir une ouverture d'esprit et aller vers les gens. Il faut Absolument. connaître ceux qui sont là et puis, enjoy. C'est ça que je veux dire. Dernière question sur ce chapitre. Qu'est-ce que le Bénin t'a apporté dans ta personnalité, dans ce que tu es aujourd'hui? Ça, vraiment, c'est. Toi, tes questions sont chic chacun. J'adore. Non, ouais, personnalité. Hmm. Parce que nous sommes le produit des différentes expériences Hmm. que nous avons vécues Hmm. à gauche, à droite. Hmm. Donc, Ouais, étant donné que tu as vécu quand même pas mal d'années au Bénin, ouais. est-ce que cela a contribué à la personne que tu es devenue aujourd'hui? Je pense que oui. Je pense que oui. Après, il y a aussi euh, l'éducation. Hein, quelle éducation on a eue, les expériences qu'on fait aussi. Après, moi, j'ai 30 ans. Donc, ce sont aussi les expériences de la vie. Mais si je dois penser à ce que le Bénin m'a apporté dans ma personnalité, c'est. Hmm, Ou de peut-être. manière générale aussi? Ouais. C'est peut-être cette ouverture d'esprit. Donc, quand je parle du Bénin, où je pense au Bénin, je pense aussi à tous ces gens-là qui ont fait partie de ma vie, tu vois, pendant que j'étais au Bénin. Donc, c'est une ouverture d'esprit, le fait d'être entouré de gens de plusieurs de cultures différentes, d'origines culturelles différentes. Je pense que c'est un plus parce que tu apprends énormément tu vois, avoir des amis du Burundi, du Rwanda, de la Russie, de la France. Enfin, c'est un mélange, tu vois, culturel qui fait que tu as une manière de voir les choses, de, de- d'observer la vie en couleur. Et je pense que ça, c'est beau. Et il y a aussi ce que le Bénin m'a donné, c'est la fierté d'être ce que je suis, la fierté d'être africaine, la fierté tu vois, de pouvoir arriver quelque part et se dire, voilà, je suis là, je fais partie, tu vois, de ce monde, de cette vie, et j'ai quelque chose à apporter. J'ai une culture, j'ai des origines, j'ai mes identités, et j'en suis fière. Et ça, c'est le Bénin qui m'a donné ça. Ok, ok, super. On va passer au chapitre suivant. Alors, sans suspense, je crois que tu sais de quel chapitre dont on va parler. Ah bon? Ouais, je suppose. Niafro. Guten Tag. On va parler de l'Allemagne. De l'Allemagne. Tu as bien répondu déjà à cette question, le lien, quel est ton lien avec ce pays? Donc, il n'y a pas voilà, il y a pas besoin de reposer cette question. Et ça fait combien d'années déjà que tu vis en Allemagne? 2013, on est Ouais, en donc 12 2025. ans. Ça fait 12 ans déjà. Ouais, 12 ans ouais. déjà. Ok. Et quel est ton point de vue par rapport à ce pays? Parce que tu sais, on entend un peu de tout, que les Tu Allemands poses des sont. questions dangereuses. Non, Non, je y a rien. blague. T'inquiète, on n'est pas Non, beaucoup non. à suivre ma chaîne, donc c'est Ah, que des étudiants. mais non, mais
Je rigole. Ça va venir. Je rigole. Quel est ton point de vue? Parce que tu sais, moi, j'ai fait un podcast d'ailleurs qui est en ligne, vous pouvez aller regarder avec Edem. Edem aussi, c'est un Togolais Ok. qui est arrivé très jeune en Allemagne, qui a suivi une partie de, voilà, de son cursus, de sa vie en Allemagne. Et lui, je paraphrase, hein, il a passé de belles années en Allemagne, mais il a eu quand même des traumatismes. Des traumatismes principalement liés au racisme. Ok. Et donc, voilà, pour faire simple, lui, il estime que l'Allemagne, c'est quand même un pays raciste. Bien évidemment, en précisant que tous les Allemands ne sont pas racistes. Mais toi, quel est ton point de vue à ce sujet? Parce que tu as quand même 12 années aussi ici. Donc, et tu sais, il y a beaucoup de clichés sur l'Allemagne. C'est un pays raciste, c'est un pays dangereux. Les Allemands, ils sont froids. Toi, quel est ton point de vue? Tu peux bien évidemment brosser dans le sens positif et laisser le côté négatif, comme tu veux. Je vais être franche par rapport à moi, mon expérience. Le racisme existe. Ça serait fou de ma part de dire qu'il n'existe pas. Je pense qu'il existe partout, mais je vais pas tourner autour du pot. Le racisme existe. Il y a ce racisme structurel. Et en ce moment, l'Allemagne est en train de prendre une tournure que je trouve dommage et dangereuse par rapport à son histoire. Moi, en 12 ans en Allemagne, j'ai vécu. Tu vois, moi, je fais très attention. Je veux pas être victime. Ça, c'est un truc. Je veux pas être victime de quoi que ce soit. Je choisis d'être ce que tu veux être. Oui, de faire partie des gens qui sont pas, en tout cas, des victimes. Je me défends. J'ai la parole facile. Et quand je suis quelque part, moi, je suis très allergique à l'injustice. J'ai été à des endroits où j'ai vu des gens être traités, tu vois, en tout cas, des gens être victimes de racisme. Et j'ai parlé. Mais moi, personnellement, à mon niveau, tu vois, moi, j'essaie de vraiment faire attention. Je veux pas, tu vois, prendre des trucs et dire, voilà, je suis faible et laisser, tu vois. Non, je me défends et je pense en 12 ans, je me suis défendue. Enfin, la dernière fois, en tout cas où j'ai réagi, c'était à la gare à Saarbrück, là où j'ai fait mon master. C'est une ville frontalière à la France. Et je descendais du train et il y avait une dame, je pense que psychologiquement elle n'allait pas bien. Elle avait sa trottinette, c'était c'était un an après le Covid, donc en 2021 ou 2022. Les gens s'étaient vaccinés ou pas. Et il y avait encore cette histoire de peur, de distance, 1,5 m, machin. Donc on prend les escaliers roulants. La go, elle a son truc, sa trottinette ou je sais pas quoi. Il y a assez d'espace entre elle et la personne qui est derrière elle. Moi, j'étais derrière la personne qui était derrière elle. J'étais avec mon partenaire, qui est danois. Donc, la go, elle commence à crier en allemand, Abstand, genre, de manière irrespectueuse. Je dis, mais, madame, vous pouvez dire de manière un peu plus correcte, parce que je pense qu'il y a assez de distance. Mais franchement, une voix très calme, je suis calme. Il y a assez de distance entre vous et c'est. Moi, je ne savais pas si c'était la personne qui était derrière elle, là, si c'était africain ou si c'était asiatique ou si c'était. Moi, ce n'est pas mon problème. C'est juste, je ne veux pas être là, il y a l'injustice et je ne vais pas, tu vois. Elle a commencé, genre, tu vois, déjà, entre eux, là, ça a commencé à chauffer et le gars, il fait un truc comme ça. Et elle dit, si tu fais ça encore, tu vas voir, je vais te frapper, un truc comme ça. Je regarde, je vois, c'est un monsieur, genre il a peut-être la cinquantaine, soixantaine, ça peut être mon papa, et c'est un Africain.
Je dis, ah non, ça, on va pas laisser ça comme ça. Et le truc, c'est que lui, il se défendait pas. Tu vois, il fait genre, il parle pas et tout. Je dis, madame, vous pouvez pas parler comme ça, il y a assez de distance entre vous. La go, c'est fini hein, dans sa tête, là. Ça a pété dans sa tête. Elle me dit, oui, que toi, je te parle pas et tout. Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit quoi? Repartez chez vous, on paye déjà assez d'argent pour Entwicklungshilfe, pour l'aide au développement, etc. Faut repartir chez vous, vous êtes là, vous prenez tout l'argent. J'ai dit, vous dites quoi? Donc, on est en train de descendre comme ça. Hein. Il y a tout le monde qui est là, tout le monde nous regarde. Je dis, ce que tu as cherché là, je vais te donner. Vous dites quoi? Oui, tu sais de quoi je parle, regarde-toi dans le miroir. Je dis, ah, moi, je me regarde tous les jours dans le miroir. Hein. Moi, je me regarde très bien. Vous devez vous regarder dans le miroir parce que je pense que vous avez un problème. Et je ne sais pas de quoi vous parlez, expliquez-moi. De quoi vous me connaissez? Moi, je suis chez moi ici. Je dis, je suis en Allemagne. Vous ne connaissez pas mon histoire. Je suis chez moi ici. Et je ne sais pas de quoi vous parlez. Moi, je travaille. Je suis une étudiante. Je pense que j'ai plus... voilà, bref. Donc, ça criait là. Elle descend. Mon partenaire avec la valise. On marche et tout le monde nous regarde. Et je lui ai dit à un moment donné, je pense que vous êtes malade, vous devez aller vous faire soigner. Et puis là, le temps a baissé. Puis elle commence à... Je dis, oui, parlez fort, je ne vous entends pas. Et après ça, tu vois, j'en mis larmes. Tu vois, j'étais vraiment énervée, je tremblais. Mes larmes ont commencé à couler et j'étais un peu, je dirais pas déçue, mais fâchée contre moi parce que j'ai laissé l'émotion prendre le dessus. Et moi, je pense que quand il y a des choses comme ça, il faut parler, il faut se défendre et parler des faits. J'aurais voulu lui dire, je pense que c'est des gens comme nous, comme moi qui travaillons, qui faisons que vous pouvez avoir l'aide sociale parce que je ne suis pas sûre que vous allez bien dans vos têtes. Je ne suis pas sûre aussi que vous travaillez. Et donc, vous vivez de nous notre travail. Renseignez-vous bien. De quelle aide au développement? Vous connaissez votre histoire, vous savez ce que vous avez fait. Tu vois, c'est ne pas laisser l'émotion prendre le dessus, ça fait mal. Mais c'est ce que moi, je conseillerais aux gens comme moi ici. C'est dur, mais il ne faut pas laisser l'émotion prendre le dessus. Il faut être factuel dans les faits et se défendre. Avec le broken allemand que tu as, etc. Communique, défendons-nous. Et c'est important. Et pour moi, c'est comme ça que les choses vont changer. C'est pas l'idée, c'est pas de se faire accepter. L'idée, c'est d'obliger les gens à se remettre en question. À se remettre en question et à savoir qu'on est là. Oui, qu'on fait partie de la société. On est tous différents. Il n'y a personne qui se ressemble. On est tous différents. Et ça doit commencer par là. On est tous différents. Si on appelle ça noir ou on appelle ça blanc, je sais pas quoi, je sais pas, mais on est tous différents. Et il faut se défendre. Il faut pas laisser, tu vois, il faut pas laisser ça nous détruire. Et voilà, bref. Moi, le racisme, oui, peut-être que j'ai vécu sans pour autant faire attention, mais ça existe quand on va te refuser un appartement parce qu'il y a ton nom qui fait pas allemand, ou tu arrives, on te dit, enfin, c'est pas moi qui ai vécu, mais des amis, on te dit, ah, vous parlez bien allemand au téléphone, je pensais que vous étiez allemand, ah, mais non, le truc est déjà donné. Alors que, tu vois, des trucs comme ça, mais mais je pense que l'Allemagne essaye de... Il y a eu ce truc politique, des décisions qui ont été prises, des trucs qui ont été, tu vois, des lois qui ont été votées pour éviter que, tu vois, qu'il y ait ce genre de truc. Et le racisme est quand même puni par la loi. Et moi, je fais quand même un peu confiance en la justice. Et je pense qu'il faut, voilà, il faut se défendre. Ok, très bien. Ok, donc tu dirais que l'Allemagne, c'est plutôt un pays raciste, bien évidemment, en ne mettant pas tous les Allemands dans le même panier. Le racisme existe en Allemagne et l'Allemagne a une histoire. Et
il y a du chemin à faire, il y a un travail à faire. Et là, avec la montée L'extrême droite. oui, ouais, c'est super dangereux. C'est super dangereux. Et, euh, et je pense il y a quelque chose qui se passe dans le monde. On voit ça un peu partout, hein, que ça soit aux États-Unis, même dans beaucoup de pays africains. Il y a cette montée-là de groupes identitaires parce qu'on a la recherche de, ouais, d'une identité unique ou de machin. Mais je trouve que c'est dangereux parce que je trouve que c'est quand même dommage en 2025 avec et ça, je veux encore entrer dans la philosophie, mais il y a toujours ce questionnement qui revient. Comment est-ce que nous, les êtres humains, on n'arrive pas à apprendre de l'histoire? On fait tout le temps les mêmes erreurs. Il y a eu des guerres par-ci, par-là, des guerres atroces parce qu'il y avait ce truc-là. Le fait de croire qu'il y ait une identité unique, c'est dangereux parce qu'il n'y a pas d'identité unique. Et je pense qu'il faut apprendre à vivre ensemble dans le respect. Et pour moi, la solution, c'est jamais, c'est pas la haine. C'est pas la haine, c'est comprendre l'autre, accepter l'autre, s'intégrer, intégrer les uns et les autres et respecter les différences. Et en tout cas, voilà, en ce moment, enfin, je connais beaucoup de gens qui disent, même qui sont allemands hein, d'origine, qui disent voilà, moi, ça me plaît pas ce qui est en train de se passer en Allemagne, je veux partir de l'Allemagne, etc. Et puis moi, je me dis, si tout le monde doit quitter l'Allemagne et qu'il y a que des fous qui restent, ben bonjour, vous laissez le pays dans les mains des fous et on a très bien vu ce que ça pouvait donner. Il y a quelques années de cela, ça fait pas très longtemps. Donc, je pense qu'il faut prendre des décisions et c'est ça la politique aussi, c'est ce que la politique doit faire. Et je pense que ce qui se passe en ce moment, c'est parce que les gens sont aussi fatigués de ce qu'ils ont vu jusqu'à présent et enfin, ils veulent quelque chose de différent. Mais je pense pas que ce truc de différent là, la solution c'est tu vois, de laisser le pouvoir à des fous. Encore, enfin, je veux dire, à des fous, plus. Ouais, bien sûr. Et est-ce qu'il y a quelque chose quand même de positif Bien sûr. qui ressort de l'Allemagne? Bien sûr, pour moi, je veux voir l'Allemagne de manière pour moi, l'Allemagne, c'est, voilà, c'est aussi hein, ce home, parce que ça fait partie une fois de plus encore, c'est quoi la maison, c'est quoi, home. Euh, mais pour moi, c'est un pays qui, on me dit très souvent que je suis perfectionniste. Euh, J'aime le travail, j'aime Ouais. travailler. Euh, pour moi, l'Allemagne, c'est un pays d'excellence. En tout cas, c'est comme ça que je vois ce pays-là. Un pays d'opportunité et un pays quand même d'ouverture, je trouve. Et ouais. Et je pense il faudrait que ça continue. Et Ok. Et l'allemand, tu l'as appris comment? Est-ce que c'est depuis l'enfance avec ton père adoptif et ta mère? Déjà, papa, vraiment des. Oh, il n'a pas parlé allemand avec moi. Lui, il parlait son français. Ah ouais? Et comment tu as appris l'allemand? Alors, à 9 ans, oui, on était très souvent en vacances en Allemagne. Donc, tu vois, c'était vraiment le niveau Guten Tag, blablabla, c'est des petits trucs. Ouais. Ensuite, au collège, au lycée, j'ai eu l'allemand aussi, mais voilà, voilà. Et j'ai fait un examen à la Goethe-Institut au Togo, avec un B1 niveau B1 avec tu vois, mes connaissances, etc. Et puis quand on est arrivé en 2013, j'ai dû, pour pouvoir étudier, faire de la prépa et prendre des cours intensifs d'allemand. Et puis à l'université, voilà, c'était l'allemand. Après,
Les années master, j'ai un peu perdu mon allemand parce que mon master est En anglais. majoritairement en français. Ah, ok. Et j'étais aussi à Sarrebruck, donc ville très frontalière Ouais. avec la France. J'étais vraiment entourée de francophones. Et puis je suis revenue à Mayence. Et puis le truc, c'est que mon partenaire, il est danois, il ne parle pas allemand aussi. Donc Ok. je suis trilingue, hein, anglais, allemand, français. Et puis je parle lingala. Mais voilà, mon allemand, il est bien. Ok. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a envie d'apprendre l'allemand? Il faut s'entourer. Il faut pas être dans. Et c'est ça que j'ai remarqué aussi. Tu vois, les gens, ils aiment bien être entre eux. Tu n'apprends pas. Tu vois, apprendre une langue, c'est apprendre aussi les réalités de l'endroit où tu es. Comprendre aussi les gens, la société à travers la langue. Mhm. Il faut se mélanger. Il faut avoir des amis qui sont allemands. Il faut se laisser corriger. Il faut pas, tu vois, avoir l'ego là. Il faut se laisser, il faut laisser les gens te corriger et être ouvert à l'apprentissage, à apprendre et lire, regarder la télé si on n'aime pas regarder la télé, écouter la radio, euh, lire, écouter la radio, écouter la musique, parler. Ok, très bien. Et pour venir, comment ça se passe pour quelqu'un qui a envie de venir étudier en Allemagne? Est-ce que c'est le même procédé que quelqu'un qui voudrait étudier en France, c'est-à-dire passer par Campus Non. France J'ai et... j'ai aucune idée de comment tout ça se passe. C'est vrai que j'ai quand même j'ai eu la chance d'avoir, tu vois, avec ma famille et tout ça, j'ai jamais eu à gérer ce genre de truc. Ok, parce que peut-être comme tu avais déjà la nationalité, c'était un peu plus simple. Non, j'avais pas la Tu savais nationalité, pas? mais papa, il est allemand, donc ça, c'est ma famille, toute ma famille est ici, donc c'était pas. Mais je pense qu'il faut passer par l'ambassade, non, d'Allemagne, là où on est, et puis chercher une université, chercher ce qu'on veut étudier, et puis s'inscrire. Et quand tu as une place, je pense qu'il faut faire une demande de visa en tant qu'étudiant. Et je pense que tu as 10 ans pour pouvoir terminer tes études, donc Ah, bachelor, t'as 10 ans, master. ok. Ah, Euh, donc tu as le droit de redoubler, quoi, 3 fois? en tout cas, après le système universitaire en Allemagne est différent du système universitaire en France. C'est C'est sûr. Mais totalement c'est différent. toujours le système LMD? C'est quoi le système LMD? Licence, master, doctorat. Oui. Ok. Ok, ok. Bon, on va passer à un autre chapitre. Donc, c'est plus fun, c'est le mannequinat. Toi, t'es plutôt shooting photo ou c'est plutôt défilé? Parce que je sais Shooting qu'il y en a photo. qui sont spécialisés. Et t'as un catalogue? Oui, j'ai. Ah bon, j'ai été dans deux agences euh, de Ou en Allemagne? mannequinat en Allemagne, ouais. Ok. Et qu'est-ce qui t'a poussé à te tourner vers cette expérience de mannequinat? Je pense que déjà au Bénin, on m'a repéré plusieurs fois. C'est juste que maman, elle voulait pas que je Ok. fasse le mannequinat. Tu vois, avec tous les stéréotypes qu'il y a sur le milieu du mannequinat, le milieu de la mode. Ouais. C'est pas que c'est pas fondé, mais bon, c'est pas partout comme ça. Ouais. Il y a des agences très sérieuses. Et en tout cas, mes parents, ma mère ne voulait pas. Euh, mais c'était dans la famille déjà, les longues jambes. C'est comme ça qu'on m'appelait. Ah ouais, c'est notre mannequin. Tu vois, nana et tout. Mais maman, elle voulait pas. Elle dit niette de mannequinat de quoi? Et donc au Bénin, enfin après au Bénin, j'ai quand même parfois défilé, tu vois, des trucs. Euh, et puis je me rappelle même une année comme ça, on revenait des vacances et à l'aéroport à Paris, il y a un monsieur qui m'a approché. Il dit oui, non, je vais te signer. Il a donné la carte. Maman dit que quoi? Donc c'est quand on arrive en Allemagne, je suis un peu rebelle dans les bords, tu vois. J'aime pas qu'on me dise quoi faire. J'aime bien le danger. Euh, et du coup, j'ai décidé, j'avais 18 ans, hein. J'ai dit bon, je vais chercher. Il y a, je pense une fois, il y a un photographe qui m'a vu aussi, voilà, qui m'a approché. Il a fait des photos, etc. Rien de très sérieux. Mais à 19 ans, j'ai décidé moi-même de contacter
des agences, on m'a invité à des castings. La première agence m'a prise. Et c'est comme ça que j'ai d'ailleurs même mon ancien book de ma première agence, Cream Models. Et puis bon, c'était une petite agence. J'ai fait ma petite expérience ici. J'ai eu des jobs, etc. J'étais étudiante déjà, et puis bien sûr pour mes parents, le plus important c'était l'université. Donc parfois j'avais des propositions de job pour des bons, tu vois, des bons clients, mais mes parents, genre, non, tu peux pas partir, genre, tu vois. Non, je voulais pas faire une carrière en tant que telle, parce que faire une carrière dans le mannequinat, ça veut dire que tu te concentres sur ça, quoi. Tu vas à des castings, tu es prêt à aller à Milan, à je sais pas où, machin, etc. Et moi, je pouvais pas. C'était les études. Ça, c'était clair. C'était la condition, en tout cas pour mes parents. Donc, je regrette pas non plus. Après, j'ai laissé cette agence. J'avais trouvé une autre agence après, une grande agence en Allemagne, à Munich. Je suis restée des années avec eux, mais je n'étais pas satisfaite de la collaboration. Moi, je pense que le management, c'est... Tu vois, on est une équipe. Ils cherchent des clients pour moi et moi, je fais le boulot. Donc, si l'agence ne te trouve pas des clients et que tu arrives à trouver des clients par toi-même, je ne vois pas pourquoi... passer par une agence. Ouais, je vois pas pourquoi passer par une agence. Donc voilà. Et pour toi, est-ce que tu penses qu'on peut en vivre en l'exerçant de manière comme activité secondaire? Ou il faut nécessairement, comme tu le dis, s'y consacrer à temps plein Oui, et puis moi personnellement, c'est un truc qui est maintenant, c'est un métier qui est saturé. Combien de mannequins il y a dans le monde? Tu vois, je dirais pas que c'est trop, mais il y en a beaucoup. Et donc, vivre de ça, et puis moi je parle en tant que mannequin d'origine africaine, il y a aussi cette réalité-là de racisme, de underrepresentation. Like, il n'y a pas une représentation énorme de mannequins africains dans le business. Je trouve qu'aujourd'hui, toutes les marques, les marques mettent en avant beaucoup de profils, c'est toujours les mêmes profils noirs, africains. C'est toujours les mêmes mannequins. Combien de mannequins ont des jobs, like, you know, l'opportunité d'avoir une pub, je sais pas, de combien de milliers d'euros tout le temps. C'est pas évident. Donc vivre que de ça, franchement, il faut. Après, il y a aussi la réalité de l'âge qui rattrape, etc. Et puis il y a quand même aussi beaucoup de. C'est unhealthy, c'est malsain sur beaucoup de. C'est psychologiquement très, 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 très dur, très demandant. Même moi, je parle pour les femmes. Moi, il y a eu des moments où psychologiquement ça n'allait pas, où je faisais attention à ce que je mangeais, parce qu'on m'a dit que j'avais un popotin un peu trop, voilà. Je suis très mince, donc si je dois perdre encore au niveau des fesses, c'est tout qui... Je sais pas comment tu perds qu'au niveau des fesses. Et puis, je veux dire, c'est pas de ma faute. Tu vois un peu aussi, naturellement, c'est comme ça. Enfin... Ouais, après, c'est normal, ça demande une bonne gestion de l'alimentation. Oui, mais une bonne gestion, c'est juste qu'il y a des gens qui sont sous-alimentés, ou je sais pas comment on dit ça en français, mais c'est dangereux. Underfeed. Oui, et c'est pour coller à la demande de l'Ouest. Ouais. Donc, tu vois, beaucoup de femmes, enfin, de caucasiennes, n'ont pas forcément, tu vois, le postérieur rebondi. Et donc, tu peux pas demander, par exemple, à un mannequin d'origine africaine tu vois, de ne pas avoir un peu de... Si déjà la personne pèse 50
56 kilos ou 58 kilos pour 1m80, tu es déjà under, like, c'est malsain. Ouais, mais après, peut-être c'est pour refléter la société. Quelle société? Dans la la société, il n'y a société. pas que... Non, dans la société, il n'y a pas que des gens qui sont super minces. Oui, mais c'est pour ça ils mettent de plus en plus de Combien, personnes combien, moi je te dis, overweight. non, mais dans des... En tout cas, dans des agences, tu vas compter le nombre de oversize. Ouais, C'est juste, c'est un truc qui, tu vois, après le Black Lives Matter truc là, il y a eu, c'était genre, toutes les agences, bien les gens étaient intéressés, mais non aux mannequins noirs, africains, etc., machin. Et il y a aussi le fait que ils voient aussi que les gens enfin, des Africains achètent. Donc, on essaie de mettre tu vois, des mannequins, etc., africains et tout, mais c'est toujours les mêmes visages. Donc, combien de jeunes filles ou de jeunes garçons ont cette opportunité-là où peuvent se dire « Ok, je vais être Naomi Campbell ». Déjà, combien de Naomi Campbell il y a? Enfin, il y a Naomi Campbell, mais combien de mannequins noirs il y a dans dans la sphère mannequinat, etc. Ça, tu vois, ça peut te faire poser des questions. Il y a Naomi Campbell, on connaît Naomi Campbell, on connaît Iman, enfin, il y a quelques noms, etc. C'est lui. Ouais. Mais ça viendra progressivement. D'accord. En tout cas, moi, je me dis toujours, il faut pas compter que sur le mannequinat. Parce que jusqu'à ce que tu puisses en vivre, il faut compter des années, des années. Il y a des gens qui font que... J'ai des amis qui font que ça. Mais elles ont, par exemple, des formations, tu vois. J'ai une amie, j'adore, Gardelena. Elle a fait une formation en dentiste, un truc comme ça. Elle avait fini sa formation et puis elle a décidé, tu vois, elle a été repérée, elle a commencé, etc. Mais elle travaillait encore. Pendant le Covid, il n'y avait pas d'opportunité. Elle est repartie au cabinet dentaire pour pouvoir gagner de l'argent. Mais parfois, tu vois, tu as des mois où tu as des jobs. Tu as un job, par exemple, avec un grand client. Ouais. Tu as, je ne sais pas combien de milliers d'euros qui vont permettre à ce que tu puisses payer tes charges les prochains mois. Mais il y a des mois où il n'y a rien qui vient. Tu fais comment? Ouais. Il faut nécessairement avoir un plan B. Et deux questions encore sur ce chapitre. Et quel est ton plus beau souvenir de cette expérience? Je suis encore Ou ta plus belle réalisation? Non, mais moi, je dirais c'est les rencontres que j'ai eu à faire dans ce milieu-là qui aujourd'hui sont encore, tu vois. Ouais. C'est des gens avec qui je continue à travailler, à créer, parce que c'est de l'art, c'est de la création, c'est créatif. Donc, pour moi, c'est ça. C'est aussi voyager, tu vois, aller dans des endroits où, tu vois, découvrir des endroits où tu serais peut-être pas parti de ton propre gré, ou tu n'aurais pas découvert, etc. Ouais, bien sûr. Donc, ouais, c'est ce que je garde quand même positif, ouais. Ok. Dernière question à ce niveau. Et qu'est-ce que le mannequinat t'a apporté dans ta vie et dans ta personnalité? Je pense cette assurance-là. Ok. L'assurance, Confiance en soi. ouais, confiance en soi, peut-être savoir se Détermination. tenir, voilà. Oui, détermination, charisme peut-être, je sais pas si j'en ai, tu me diras, mais ouais, ça aide quand même. Ok, super. Alors, le dernier chapitre. Faut être fort d'esprit. Ouais. Dernier chapitre concerne bien évidemment New Afro. Oui. En quelques mots, qu'est-ce que c'est New Afro? Alors New Afro est une plateforme culturelle. Oui. Qui a pour but de rendre accessible l'art contemporain fait par des artistes africains à tous. Ok. Donc, on fait de la curation d'art. Donc, on organise des expos, des expos, des événements culturels. Et on met en lumière des artistes qui ont non, pas forcément. On a travaillé avec des gens qui sont
quand même déjà Bien installé, bien connu. installés, bien connus. Mais on a aussi des newcomers, tu vois, des nouveaux qui commencent. Et puis, on touche à des thématiques pendant les expos, hein, des thématiques qui intéressent ou qui intéresseraient en tout cas des sociétés en Afrique comme ici en Europe. Ok. Comme l'identité, par exemple, ou la santé mentale, ou l'héritage, la restitution du patrimoine. Ouais, ce genre de concept. Et puis, il y a l'autre côté qui est le côté de vente d'articles artistiques. Donc, on vend des prints, d'où le rendre accessible l'art contemporain fait par des Africains à tous. Un tableau comme ça peut coûter 2 000 €, 3 000 €. C'est pas tout le monde qui a la possibilité de s'acheter, de se permettre d'avoir un tableau, l'original d'un artiste. C'est Benjamin Habana, il est un artiste basé au Danemark, d'origine nigériane et danoise. Donc, son tableau, ça c'est lui, hein. Son tableau comme ça, tu vois, c'est 3 000 €, etc. Donc, on peut pas, tout le monde ne peut pas se permettre ça. Donc, on s'est demandé comment est-ce qu'on peut, tu vois, permettre aux gens des étudiants ou, tu vois, des gens qui veulent pas investir 3 000 € sur un original, d'avoir quand même, tu vois, cette qualité-là, ce truc-là chez eux à la maison. Donc, les prints, tu vois, c'est un truc en bonne qualité, un papier bien robuste et tout. 60 €, tu vois, c'est un investissement. Et donc, ouais, rendre accessible. Et puis Ok. Et cette aventure a démarré en quelle année? Alors, j'ai toujours pensé j'ai toujours aimé, même, tu vois, au Bénin et tout, j'aimais bien connecter les gens de différentes cultures, organiser des trucs. Et plus jeune, on me disait déjà, hey, toi, tu dois faire des événements, etc. Donc, c'est un truc que je pensais pendant longtemps, mais en 2020, j'ai fait un événement dans un atelier ici d'une artiste locale. Et ça avait plutôt bien marché. Et puis 2 années après, j'ai décidé avec mon partenaire de créer New Afro. Donc de faire de ça vraiment un truc professionnel. Et puis donc, ouais, ça existe depuis 2022, officiellement. Ok. Et quelle est ta vision à long terme de ce projet? Est-ce que tu as une vision? Alors, à long terme, c'est vraiment d'être ce pont, un pont entre les scènes créatives de l'Afrique et du monde entier, d'ailleurs. C'est-à-dire, tu vois, comme un pont, les gens viennent de partout, on se rencontre. Donc, ouais, le pont qui connecte les scènes artistiques. Ça, c'est la vision à long terme. Et puis, bon, à long terme, ça serait aussi de vraiment s'imposer comme cette plateforme-là qui a permis à beaucoup de créatifs africains ou d'origine africaine de s'importer. Et tu vois, il y a ce truc qui me dérange souvent, c'est que aujourd'hui on voit les artistes comme des gens qui doivent vivre dans la précarité parce que ce sont des artistes. Pour moi, un artiste, au-delà d'avoir un talent, de la création artistique, etc., tout ce que tu imagines, c'est que ça devient quand même une profession. Ouais. Et quand on choisit une profession, on veut en vivre. Un artiste a le droit de vivre de son art. Et c'est ce que j'essaye avec ma team de faire. C'est de faire respecter ce truc-là, du fait qu'un artiste puisse vivre de son art. C'est pas parce qu'on est dans l'art ou dans la culture qu'on doit tout le temps quémander. Ouais.
Mais après, nous sommes en Europe. En Et ça général, veut... les artistes vivent bien en Europe. Ah, Il y a c'est... plein d'événements, il y a des subventions, il y a Oui, des mais événements. c'est ça. Mais les subventions, c'est pas tout le monde qui arrive à avoir des subventions. Ouais. Mais c'est comme tu disais tout à l'heure pour le mannequinat. Il y en a beaucoup au départ, même très peu à l'arrivée. Oui, mais Peut-être, pour le mannequinat, pour faire du mannequinat, tu ne dois pas forcément avoir. Il y a des artistes qui ont des diplômes, qui ont fait les beaux-arts, etc. Machin. oui, mais le diplôme ne suffit pas pour prétendre être une référence. Et après, c'est comme tout produit que tu lances. C'est pas parce que Mhm, tu as eu des diplômes en X ou Y mhm, et que tu lances un produit mhm, que le produit est amené à marcher. Parce mhm. qu'au final, Tu parles de produits, non? le juge, c'est le marché, c'est la Oui, clientèle. mais tu parles de produits. Et le Oui, truc, la l'art aussi, c'est réalité, un produit voilà. quelque Mais part. Tu vends le... la réalité, c'est juste que il y a beaucoup de gens qui considèrent pas l'art comme un produit qui doit être vendu sur le marché et qui a un prix. Parce qu'on considère que l'art, c'est ou la création de l'esprit. Donc, tu vois, c'est parce que la personne a, tu vois, n'a peut-être rien à faire entre griffes, ou la personne a du temps, ou la personne aime bien dessiner, la personne aime bien peindre, que la personne, tu vois, genre, c'est un hobby. Ok. Et c'est ça qui doit peut-être commencer à changer. Ou encore, des gens sont prêts à dépenser 5 euros, par exemple, pour un verre de vin, mais dépenser 5 euros pour aller dans un musée ou pour aller voir quelque chose dans, tu vois, dans un endroit où se dire, OK, je vais aller découvrir tu vois, cette expo, je paye 5 euros pour entrer, c'est un problème. Mais payer 5 euros pour avoir un verre de vin, c'est pas un problème. Et moi, je pense que quand tu vas regarder, par exemple, quelque chose d'artistique, etc., ça va faire du bien à ton esprit. Tu vas découvrir quelque chose. Et il y a un artiste derrière. Après, peut-être, d'où l'importance aussi d'éduquer la population. Il y a un rôle peut-être Exactement. de Oui, sensibilisation, d'éducation. oui, oui. Et c'est ce qu'on fait. Ok. Donc ça rentre dans le rendre accessible. Rendre accessible, c'est pas seulement, ok, que tu puisses voir la chose, mais c'est se Se éduquer. l'approprier. Oui, éduquer les gens sur ça. Éduquer aussi enfin, à travers des thématiques, tu vois. Et quand tu as une thématique, par exemple, c'était une série qui s'appelait Les émotions basiques Ok. des humains. Donc, tu vois, c'est des portraits et il y a de l'émotion Ouais. dans ces portraits-là, à travers ces portraits. Et c'est montrer aux gens que, tu vois, il y a des thématiques, on peut voir les choses et voilà, c'est un combat, mais il y a beaucoup qui font ce combat-là. Et puis, faut pouvoir vivre de ça. Et j'espère en tout cas que je pourrai à 100% vivre de ça et aussi faire vivre les artistes avec qui on travaille. D'accord. Et est-ce que ce n'est pas plus pertinent de le développer, de le faire en Afrique, puisque, pardon, Mm. c'est axé sur l'art africain, Mhm. en grande partie. C'est, moi, je crois pas en cette histoire de art Parce africain. que l'art L'art africain africain, doit être d'abord consommé c'est par quoi les l'art Africains. africain? C'est à toi de me dire, c'est Bah, quoi tu vois, l'art moi, je africain? crois pas en l'art africain n'existe pas. C'est l'art. L'art, c'est l'art Ok. fait par des Africains. Oui, ben, Mais fais c'est pas pas, c'est un l'art jeu de mots. africain. D'accord, ok, l'art fait par les Africains. Est-ce que tu ne penses pas que c'est plus pertinent que ça démarre en Afrique Mhm, pour peut-être plus tard s'étendre en Europe? Parce que mhm, en Afrique, il y a encore beaucoup plus à faire qu'en Europe. Parce qu'en Europe, les gens un peu plus, même si je suis d'accord qu'il y a encore du travail, mhm. mais je pense que niveau connaissance de l'art en Europe, c'est un peu plus développé qu'en Afrique Oui, parce que les gens en Afrique, plus ou moins, peut-être par ignorance, ils ne donnent pas d'importance et il y a une autre réalité aussi mhm, qui est que les gens pensent déjà à payer leurs charges, à payer. mhm, Est-ce que tu ne penses pas que l'art, ton concept doit plutôt démarrer mhm, depuis l'Afrique? Parce mhm. que tu le disais, c'est une plateforme qui a pour but de valoriser l'art développé, créé par des Africains. Je t'expliquais quelques minutes plus tôt que en Europe, on a déjà une connaissance quand même un peu plus approfondie de l'art, Et en Mhm. Afrique, tout est à refaire parce que les gens plutôt, soit ils sont ignorants, ils se disent l'art, voilà, c'est l'art, aucun intérêt. Et d'autres aussi
Mais moi, je veux surtout axer sur ceux qui sont ignorants, parce qu'il y a beaucoup qui ont quand même un minimum de pouvoir d'achat, parce que quand tu dis 60 euros, il y a beaucoup qui dépensent en un week-end plus de 60 euros, comme tu disais, pour aller prendre un verre ou aller en boîte. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'il faudrait déjà démarrer depuis l'Afrique Mm. pour ensuite peut-être s'étendre sur les autres continents? Mm. Euh, alors moi, je fais partie des gens qui pensent que euh, il faut pas, tu vois, le monde, enfin, je suis cosmopolitaine. Oui, Euh, il y a pas un centre. Euh, je t'ai dit tout à l'heure avant le podcast qu'on a une expo au Bénin oui, en décembre. Donc New Afro n'est pas on a fait des expos dans plusieurs endroits ou des événements culturels dans plusieurs endroits. On a fait un événement culturel à Abidjan en 2023. Donc on n'est pas centré que sur l'Europe. Et puis je parlais d'artistes qui ont des origines africaines, donc c'est des artistes de l'afro-diaspora ou encore ceux qui sont basés là-bas. Et pour les avoir, il faut aller là-bas. Donc il faut être aussi au courant de ce qui se passe en oui, bien Afrique, sûr. etc. Ou encore sur des thématiques comme la restitution, etc. C'est des thématiques qui nous intéressent, nous. C'est vrai qu'il y a eu une expo, la première expo ici, mais c'est un projet qui a pour but d'être mobile, tu vois. Donc on voudrait faire aussi des expos sur la thématique de restitution au Bénin, par exemple, ou dans d'autres pays ou dans d'autres villes africaines. Donc c'est pas, tu vois, on n'est pas centré sur l'Europe. Ok. En Europe, il y a aussi des Africains qui y vivent. Et il y a aussi des Africains qui ont besoin tu vois, qui ont besoin de se rapprocher de leur continent, de leur histoire, de représentation. Et on fait pas ça que pour les Africains. C'est ce que je disais. Il faut qu'on arrive à communiquer, tu vois, entre cultures. Et pour ça, il faut de l'information, il faut parler, tu vois, faut toucher, il faut toucher des sujets tu vois, qui peuvent permettre d'avoir de la lumière tu vois, sur ces ignorances-là. Et donc, tu vois, ça va dans, dans, dans les deux sens. Ok. Et ouais. Ok. Et que penses-tu de ceux qui pourraient penser que c'est un projet qui est assez exclusif? Mm. Exclusif parce que tu parles de art produit par des Africains. Et si par exemple je suis japonais Mhm. et je fais de l'art contemporain, Mhm. et je ne suis pas connu, est-ce que je peux passer par Non. ta plateforme? Non. Non. Donc du coup, c'est... Si tu es japonais, donc je prends Ouais. l'exemple du japonais, tu fais de l'art qui n'est pas encore connu, que tu es intéressé à collaborer avec un artiste d'origine africaine. Donc quand je dis d'origine africaine, c'est vraiment, tu vois, une personne qui a en elle des origines du continent africain. Ça peut être un Afro-américain, ça peut être tu vois, un Brésilien, machin. Que tu es intéressé à collaborer avec un artiste qui a des origines africaines, nous, on peut te mettre en contact avec cet artiste-là et aussi faciliter, tu vois, une expo ou une collaboration, etc. Mais oui, on est centré sur... oui, parce qu'il y a l'histoire et pendant longtemps, on n'a pas eu ces opportunités-là. Et aujourd'hui, on a l'opportunité de donner l'opportunité aux artistes africains, aux créatifs africains, d'exporter leur art, de pouvoir en vivre. Et oui, je pense que c'est totalement fair, c'est OK pour nous c'est le cas, ouais. Ok. Et quels sont les critères sur lesquels tu te bases pour choisir de collaborer avec Mm. un artiste? Ou le seul fait qu'il soit afro Mm. suffit? Alors, déjà, le critère, c'est ce que l'artiste fait. On travaille avec des photographes, des artistes visuels, etc. Mais ça doit
je suis la directrice créative de New Afro, donc ça doit nous toucher, nous, la team. On doit apprécier ce que l'artiste propose comme art. Et ça doit aussi être des thématiques qui nous parlent. Donc des thématiques axées sur l'identité, sur l'héritage, tu vois, sur des sujets de la société. Euh, et quelque chose qu'on peut aussi vendre, quoi. Parce que c'est aussi la réalité, il faut pouvoir vendre. Ok. Et il y a le feeling aussi, donc l'humain. Bien sûr. Et quel est le business model de ton entreprise? Est-ce que vous rémunérez sur la vente des tableaux ou comment ça se Pas passe? uniquement, mais le business model en ce moment, c'est voilà, c'est les prints, donc la vente de prints et des originaux. Et puis pendant nos expos, par exemple, on a aussi des articles faits main par des créatifs d'origine africaine qu'on met en vente pendant nos expos. Donc c'est des trucs limités, donc tu les trouves pas partout. Tu les trouves que à nos expos ou parfois on fait aussi des showrooms, genre 2 fois dans l'année, où on vend en fait ces articles-là qui sont voilà, des artistes ou des créatifs qui sont parfois connus déjà sur le continent africain pour leur savoir-faire, mais qui sont pas connus ici, par exemple. Donc il y a aussi cette demande-là de ces articles-là qu'on essaye de couvrir. Et puis, on travaille aussi avec des cafés ou des concept stores pour pouvoir proposer les prints. On a un site en ligne, donc on fait la vente en ligne et puis on livre un peu partout. Et puis, on espère que dans quelques années, on pourra livrer, ou dans quelques mois, on pourra livrer partout. Mais c'est juste qu'il y a aussi la difficulté de, tu vois, par exemple, les adresses, si tu dois livrer au Bénin, par exemple, ou encore les prix, avec les taxes, si tu dois ramener des articles de créatifs africains, etc., soit tu fais ça par avion, soit tu vois, c'est tout cette logistique qui fait que c'est un peu compliqué, mais on est au début, hein, donc on pousse le truc. Et puis il y a l'autre côté qui est qu'on a des subventions, par exemple. Donc on travaille avec des institutions internationales pour pouvoir nous subventionner, quoi. Donc vous avez des sponsors? Oui, Okay. ouais. Pour les expos, etc., tu as vraiment besoin de subventions. Sinon, tu peux pas compter sur la vente d'œuvres pendant les expos pour vivre. D'accord. Et est-ce que tu penses que les subventions doivent être, comment on va dire? Est-ce que tu penses que ton business model reposera éternellement sur les subventions? Non. Non. Ça, en tout cas, c'est pour ça qu'il y a le côté vente en ligne, des prints, etc., machin. Ouais. Et il y a beaucoup de sites comme ça, des exemples hein, de sites de vente d'art contemporain en ligne, etc., en print, etc. C'est un truc, c'est une niche, mais c'est un truc qui marche, quoi. Ok. Et donc, et quelle est la plus-value? J'ai 2 questions à ce niveau. Déjà, pour un artiste qui est intéressé à collaborer avec vous, comment ça se passe? C'est quoi la démarche? Alors, on a un site web, Oui. www.newafro.net. Ok. Et puis sur le site, il y a un bouton en bas où il est noté collaboration. Donc l'artiste peut nous contacter par mail Ok. et nous envoyer par exemple son portfolio ou tu vois, ce qu'il a fait déjà ou ce qu'elle a fait déjà et nous dire il est intéressé par quoi, est-ce que c'est une expo avec nous, est-ce que c'est tu vois mettre en vente ses articles ou son truc en ligne, etc. Mais on est ouvert, il y a le contact, il y a aussi, on est sur Insta, on est aussi sur Facebook. On n'est pas fermé
à des collaborations. Je pense que le plus important, c'est toujours de contacter et de rentrer en contact et oui, nous, on va voir si c'est un truc qui nous intéresse. On est en train aussi de réfléchir à une résidence artistique au Danemark, parce que voilà, les artistes ont besoin aussi d'espace pour créer, etc. Donc, ça va être aussi un projet européen et africain. Donc voilà, on est ouvert. Ok, ok. Et quelle est d'accord, pour un artiste, quand il collabore avec toi, vous lui donnez un peu plus de visibilité, vous l'aidez aussi à vendre des tableaux. Et est-ce Il n'y qu'il a y pas que a le tableau, hein, il y a aussi la photographie. la photographie, est-ce qu'il y a d'autres avantages qui pourraient en tirer d'une collaboration avec vous? Alors, c'est déjà aussi toucher à un public un peu plus large. Ouais. Donc, ça dépend. Hein. On est en Allemagne. Et puis, on fait pas que des expos en Allemagne. On a fait une expo à Copenhague il y a, je pense que c'était l'année dernière ou l'année surpassée. On était à Cologne, on était à Abidjan. C'était pas une expo, mais c'était un event. Là, on va être au Bénin. Il y a cette année ici, à Mayence, il y aura une autre expo à l'Institut français. Donc, il y a déjà cette opportunité-là qu'on donne à l'artiste de pouvoir exposer ou de pouvoir travailler avec des institutions internationales, de pouvoir montrer leur savoir-faire. Voilà, leur savoir-faire et de toucher aussi à un public interculturel et un public varié. Tu vois. On a des gens qui nous suivent qui sont dans le milieu académique, il y a des artistes, il y a des gens qui sont intéressés par l'art tout simplement ou par la mode. Enfin, tu vois, on a quand même un public vaste, jeune, plus âgé, dans la trentaine, enfin. Et donc ça, c'est déjà un plus. Et il y a aussi le fait qu'on soit une team qui a un background académique sur la communication interculturelle. Donc on sait comment toucher, tu vois, à certains sujets et comment les mettre en lumière, etc., sans pour autant peut-être fâcher ou même si on fâche, ça peut être des sujets politiques, mais on a cette finesse. Voilà, cette finesse-là. Et il y a aussi la communication, donc on parle plusieurs langues, par exemple, et puis on connaît aussi les réalités de plusieurs, plusieurs cultures. Donc si on est au Bénin, par exemple, on saura comment le Béninois pense, comment, tu vois, s'il y a une expo, comment chercher, tu vois, contacter les gens, inviter les gens à venir, etc. On sait que c'est pas pareil ici, à Mayence, tu vois. Tu vas pas faire Voilà. Donc, il y a ce truc-là aussi qu'on gère quand même, et puis plein de petits trucs. Et puis, on a cette envie, là, de faire marcher les choses et surtout ce côté humain-là, et je pense que c'est important aussi. Ok, intéressant. Et est-ce que vous êtes seul sur le marché ou est-ce qu'il existe d'autres entreprises qui font la même chose que vous? Alors, je pense qu'il y a d'autres plateformes culturelles qui mettent en lumière le travail des artistes africains. Je pense qu'il y a d'autres plateformes qui mettent en lumière le travail des artistes africains ou des artistes d'origine africaine, etc. Mais en Allemagne, on est la seule plateforme qui vend des prints, une sélection curatée de prints d'artistes africains. Je pense qu'on est les seuls. Ouais. Ok, intéressant. Bon, ça va être la dernière question de ce chapitre. Déjà? Ah, de ce chapitre. Ah ouais, c'est le dernier. Ah, ok, cool. Comment se passe la création de société en Allemagne? Est-ce qu'elle est simple? Non,
Ou comme en France Non, ou plus complexe? la France, je ne sais pas. Ok. Mais Mais en France, c'est on, plus s- simple. c'est un truc, beaucoup de gens se plaignent de ça. C'est compliqué d'être entrepreneur ou en tout cas de créer une entreprise en Allemagne. Ok. Ça n'attire pas. Entre tout ce qui est administratif, je trouve que et c'est une réalité, on en parle beaucoup. C'est pas attrayant, c'est pas attirant pour les start. L'Allemagne c'est pas un pays attirant pour les startups, pour les, tu vois, et c'est bien dommage parce que l'Allemagne a beaucoup à offrir, mais on est encore dans tout ce qui est digital est super slow. T'as tout le truc administratif. C'est, tu dois être sur tous les trucs. Donc entre tout ce qui est taxes, administration, expliquer si la lenteur de l'administration, on va t'envoyer des trucs par poste, alors qu'il y a le digital, tu vois, c'est, C'est encore has-been, quoi. ouais, c'est pas, c'est pas facile, c'est pas attirant du tout. Ok, très bien. Ben écoute, Gabi, nous sommes à la fin de ce podcast. Je vais te laisser conclure, dire ton mot de fin. Ah, waouh! Merci beaucoup, franchement. Je t'en prie. Merci beaucoup d'être passé à Mayence. Ça me fait énormément plaisir de te voir. Ça fait très longtemps. Et Effectivement. merci beaucoup je trouve que c'est génial je trouve génial ce que tu fais. Et je te souhaite vraiment plein succès, bonne chance pour ça. Je sais que ça a marché. Keep going. Believe in what you're doing. Merci. Et merci pour cette opportunité tu vois, de parler un peu plus de New Afro, ou en tout cas de mon expérience professionnelle et mon expérience de vie jusqu'à maintenant. Et voilà, je nous souhaite bonne chance. Ah, merci, merci. Nous voilà, chers abonnés, chers viewers. Nous sommes à la fin de ce podcast. J'espère que vous avez apprécié les échanges. J'espère que vous avez aimé ce podcast. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Ou si vous avez même aimé à moitié, n'hésitez pas quand même à nous donner de la force. C'est très, très important. C'est du travail, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement et beaucoup de temps aussi. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions, si vous êtes si parmi vous il y a un artiste qui a envie de valoriser ses œuvres et qui aimerait peut-être collaborer avec Gabi et son équipe, n'hésitez pas à laisser en commentaire voilà vos coordonnées pour qu'on puisse jouer aussi et pourquoi pas l'intermédiaire. Quoi dire d'autre? Liker, commenter, partager. Et voilà, nous sommes à la fin de ce podcast. Prenez soin de vous et d'ici le prochain podcast, je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Ciao.